Voilà, je pense qu'on est en live. Bonjour les amis, je vais attendre que vous nous disiez si c'est bon, si vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes là? On va attendre deux petites minutes. Voilà, première personne, bonjour. Je pense que vous nous rejoignez petit à petit. On va attendre une ou deux petites minutes. Voilà, il y a 1, 2, 3 personnes. Frédéric, bonjour. Donc, bonjour tout le monde. On est, voilà, petit à petit, les auditeurs nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons parler de la polyphonie géorgienne. Nous avons choisi ce sujet non seulement parce que vous aviez voté pour ce sujet dans notre sondage. Gamarjova Frédéric, Gamarjova Anna, Gary, Gamarjovat. Je suis contente de faire ce live avec salut Catherine, avec notre invité spécial aujourd'hui qui va nous parler des chants polyphoniques géorgiens et qui est très bien situé. Bonsoir Anna, pour pouvoir nous en parler en détail. Donc, avant que je... Gamarjoba. Je pense que les commentaires arrivent petit à petit, enfin indifférés. Bonjour Sophia. Bon, si je crie, vous me dites. Hein? Bonjour Damien. Bonjour les amis. Bienvenue Franck. Merci. Kamarjova. Moklet. Donc, je vais... le déroulement du live, ça va se passer comme ça. Je me suis fait des petites notes parce qu'à chaque fois, je pars dans tous les sens. Je veux parler de tout. Du coup, pour qu'on parle que de la polyphonie géorgienne et que de notre invité, l'homme de la situation pour la polyphonie, Franck. Bonjour Sophia. Moi aussi, je suis ravie que vous soyez tous là et qu'on soit réunis. Je suis vraiment ravie. Bonjour Adeline, Salomé. On est plus en plus nombreux. On va attendre quand même 2 petites minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre et que les informations passent comme il faut. Bonjour Akaki. Bonjour Eddy. Bon, je vous dis à tous bonjour et bienvenue sur notre live sur la polyphonie géorgienne. Donc, je vais vous faire un petit déroulement. Salut de Géorgie, salut de France, bonjour Maya, bonjour Khatouna. Et ben voilà, on est de plus en plus nombreux. Et ben petit à petit, on va commencer du coup. Donc le déroulement, ça va se passer comme ça aujourd'hui pour que je ne parte pas dans tous les sens. Bonjour Sarah. Et ben je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous parler de notre association Géorgie Vue de France, de nos projets. Comment va Franck? Impeccable, très bien. Rogorkhar Franck. Schönivrat. Schönivrat. Bonjour Laurent. Vous voyez bien Franck? Oui. Salut Ekaterine. Je vous adore. Merci pour ces encouragements, pour ce soutien et pour votre intérêt à la Géorgie, évidemment. Donc, je vais vous parler de Géorgie Vue de France un petit peu, de comment ça a commencé, quels sont nos projets, quelles sont l'évolution de notre travail. Et donc, dans le déroulement, Eva, bonjour Eva, encore une amatrice, grande amatrice de chant géorgien. On a chanté avec elle en Suisse, avec Eva. Oui. Tamara, bonjour. Et donc, nos événements passés à venir, je vais vous en parler aussi. Le bonheur d'entendre parler géorgien. Bonjour Eddy. Damien qui est complètement amoureux de la Géorgie, passionné de la Géorgie depuis qu'il l'a découvert. Ah. Il est membre de notre association, du coup je l'ai invité. Et on va en parler un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'association, de nos projets, des événements passés, de la polyphonie en France, des événements à venir également.
Ensuite, avec notre invité qui va à son tour nous expliquer le chant polyphonique géorgien avec sa structure, caractéristique, histoire, le rôle sociétal que cette polyphonie en Géorgie et partout ailleurs. Il va nous raconter comment ça se passe en Géorgie aujourd'hui par rapport à la polyphonie, comment ça se passe en France et dans le monde entier parce qu'il voyage pas mal avec la polyphonie. Donc à la fin, il va nous parler aussi de particularités du chant géorgien, quelle est la position à avoir quand on chante pour avoir cette voix, etc. Alors, la page Géorgie Vie de France, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, je me répète, mais je préfère que les autres sachent aussi. La page professionnelle de Facebook a été à la base créée pour centraliser toutes les informations concernant les événements géorgiens qui étaient en France. Ensuite, j'ai dû créer une association avec un couple d'amis, donc Eka et Alexandre, qui sont juristes, pour être libre à organiser tous les événements qui étaient liés soit à la polyphonie et justement on avait fait le concert de Tuene Burebi à Paris avec cette association-là, c'était notre premier événement. Donc le but de l'association est non seulement promouvoir la Géorgie et le faire connaître, mais aussi d'aider les artistes, tous les artistes, être visibles sur les réseaux sociaux et ce n'est pas du tout académique, hein, c'est vraiment pour tout public, pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur la Géorgie en général. Donc, nous avons une page Facebook où vous allez voir les informations. Donc, c'est pour la diffusion des informations. Merci pour cette belle initiative. Merci Salomé de nous soutenir et pour tout ce que tu fais pour la Géorgie également. Donc, on a la page professionnelle pour tout ce qui est la diffusion de l'information sur les événements géorgiens et sur la Géorgie. Mais nous avons également le groupe qui s'appelle pareil, Géorgie Vie de France, et que j'ai délégué à Damien et à Kaki qui vont vous proposer des articles passionnants sur la Géorgie, sur tous les sujets autour de la Géorgie et je voulais les remercier pour ce travail. Ensuite, on a également la chaîne YouTube et on est sur Instagram. Donc, si vous voulez voir que des vidéos, ça sera sur chaîne YouTube. Si vous voulez voir que des photos et des explications, ça sera sur Instagram. Si vous voulez discuter et aller plus loin sur un sujet donné, ça sera dans le groupe Géorgie Vie de France. Et pour le reste, les lives et tout le reste qui sont autour, ça sera sur la page. Avec la situation actuelle et comme la plupart des événements ont été annulés, j'ai hésité beaucoup à lancer ces lives. Pourtant, l'idée était là, mais je n'osais pas parce que je ne suis pas journaliste et je voulais inviter à chaque fois quelqu'un qui était spécialiste d'un sujet sur la Géorgie et le faire parler et lui poser plein de questions. C'est vrai que je ne suis pas journaliste, mais j'ai proposé à une journaliste franco-géorgienne de nous aider là-dessus, mais elle est très occupée, Maya Goksadze, qui est très occupée, mais qui aurait voulu, qui n'aurait pas dit non, sinon. Voilà, donc vous comprendrez que ces lives sont très naturels, c'est comme on est comme on est. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez nous en dire et on est là pour pouvoir s'améliorer. C'est avec les bonnes critiques qu'on arrive à aller de l'avant. Et merci du coup pour votre indulgence. Alors, je voulais vous demander de partager, s'il vous plaît, la page ainsi que le live pour que tous les amateurs de la Géorgie puissent avoir ces informations que vous écoutez et vous suivez. Je ne vais pas vous cacher qu'avec ces idées des projets, des différents sujets, nous avons bouclé l'année, c'est-à-dire qu'on a notre programme de l'année jusqu'à la fin de 2020. Et même, j'ai des idées pour 2021. Donc, suivez-nous, il y aura des invités très, très, très intéressants et les sujets que vous passionnent. Voilà, les petites prononciations en français. Voilà. Donc, alors,
j'ai parlé de Ekaterine et d'Alexandre, qui sont juristes, qui m'ont rejoint dans mon association, Damien et Akaki, qui sont hyper doués pour vous présenter la Géorgie avec leurs articles passionnants. Mais je n'ai pas oublié une personne qui est aussi dans notre association. Elle s'appelle Sofia, elle est espagnole. Elle a choisi de rester dans l'ombre. Et quand je disais ça, il y avait mon fils à côté. Quand je disais ça, il a dit bah, il faut inviter Sofia pour la présenter à tout le monde. Sofia nous soutient. Non seulement elle nous fait des comptes rendus, non seulement elle nous transverse sa super énergie positive, mais elle est là pour nous. Elle est là et je sais qu'elle est là avec son cœur, avec tout. Oui, c'est bien toi, Sofia, et merci pour ça, Sofia. Voilà, je voulais quand même le notifier. On est... c'est très important d'avoir les bonnes énergies et les bons encouragements. Je pense que je parle trop. Bon, je vais vous parler vite. Je vais vous parler de nos précédentes émissions. Donc, on a ouvert... il est fou, Noé. Non, il n'est pas fou, il a raison. Bon, je vais vous parler des émissions qu'on a eues. Donc, on a eu le 26 mai, donc l'importance de l'indépendance de la Géorgie pour les Géorgiens avec notre invité, notre ami, notre parrain du projet, M. Gauthier Djavarishvili, qui est en premier lieu mon professeur et mon ami. Mais il faut le dire, il est ministre conseiller de l'ambassade de Géorgie en France. C'était le premier live. Ensuite, on a invité Maya Varsimashvili-Raphaël qui nous a fait une sélection des traductions de la littérature géorgienne en français. On est en train de créer une liste avec Maya et merci pour ce travail, Maya. Si vous connaissez la littérature géorgienne traduite en français ou simplement, vous pouvez nous rejoindre et nous aider, évidemment. Aujourd'hui, donc, on va parler de la polyphonie. Et la semaine prochaine, ça ne sera pas le vendredi, en l'occurrence, ça sera le mardi parce qu'on s'adapte aux horaires de nos invités et aux disponibilités de nos invités. Et donc, mardi prochain, le 16, nous aborderons l'école des beaux-arts géorgiennes en lien avec la France, donc ça sera les artistes les artistes géorgiens qui ont été influencés par les artistes français. Donc, on aura notre superbe invité passionné de l'histoire de l'art, qui est guide conférencier national de France et qui nous viendra directement du musée d'Orsay. Il s'appelle Gary Saparian. Il est extraordinaire, vous allez voir. Ne manquez pas ce live de la semaine prochaine également. Par la suite, le vendredi 26 juin, nous aborderons le sujet de la Géorgie moderne. Qu'est-ce que c'est la Géorgie moderne? Et on va partir j'ai demandé à mon invité de parler de la Géorgie depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi cette date? J'ai choisi exprès aux environs de 21 juin jusqu'au 26, ces environs-là, parce qu'il y a un an, il s'est passé des événements géorgiens à Tbilissi. La jeunesse était sortie dans les rues. Et notre invité, il s'appelle Tornike Gordadze. Il est ex-ministre d'État d'intégration européenne et euro-atlantique de Géorgie et il est professeur à Sciences Po et il a cet art de parler et d'analyse très objective sur des sujets qui concernent l'histoire actuelle et la mode. Donc c'est la personne parfaite pour pouvoir... toujours fidèle au poste, Frédéric, oui. Alors, voilà, donc depuis notre premier live, on a instauré une petite tradition. Et après, j'arrête. Hein. Après, je te laisse dire. Quand tu veux. Alors, une petite tradition, c'est j'ouvre toujours une bouteille de vin géorgien et j'accueille mes invités avec une petite bouteille de vin géorgien, un petit verre, on va dire. Franck. Aujourd'hui, du coup, j'ai le vin qui est Saperavi en jarre, que mon ami Papuna Chikhradze m'a offert. Vous pouvez l'acheter, je pense, chez Colchid, dans la cave de Colchid, dans le 18e à Paris. Il en reste, il me semble. Mais sinon,
Vous allez, du coup, on a un très bon spécialiste du sujet qui s'appelle Anna Tcheishvili et qui fait les interventions sur toutes sortes de vins parce qu'elle est historienne, archéologue et conservateur du patrimoine et elle organise les apéros géorgiens tous les mercredis. Suivez sa page, elle s'appelle Le Vin de Géorgie sur Facebook. Suivez-la, hein, vous ne regretterez pas. Voilà. Bah, je voulais parler de la polyphonie, comment elle est arrivée en France. Du coup, on va en parler ensemble. Bah, déjà, ton vécu du chant géorgien. Mon vécu du chant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai baigné dans la musique depuis toute petite, mais je ne suis toujours pas professionnelle du chant ni de la musique. Mais alors, moi je vais dire une chose, c'est que le patrimoine, il faut dire que le patrimoine immatériel, le chant a été déclaré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2001, ça vous le savez bien, mais il faut quand même le souligner, et c'est un chef-d'œuvre de la culture géorgienne. Et quand je suis arrivée en France, j'ai fait un peu les recherches de comment la polyphonie était arrivée en France. Donc j'ai vu une chose, c'est que... il existait dans les années 1960, jusque-là il n'y avait pas la polyphonie géorgienne en France, je pense, ou c'était pas connu peut-être. D'après ce que j'ai compris, d'après mes conversations avec Otar Pataridze et d'autres personnes, il y avait toujours des gens qui chantaient, c'est-à-dire de l'immigration qui est venue aux années 20, il y avait toujours des gens qui chantaient entre eux de façon informelle. Et puis, peu à peu, un groupe s'est créé, Merani. Merani, oui. Pour les spectacles. Ça veut dire la Pégase. Oui, par exemple, pour les fêtes du 26 mai. Oui. Voilà. Oui, alors moi c'est ça, ce que j'avais vu, il y avait un premier groupe folklorique, les Amitiés géorgiennes, qui existait et qui était en fait, c'était sous l'égide de Ramin Nasridashvili et Otar Amilahwari, et tous les deux ils étaient nés en France, et les enfants de l'émigration de 1920 chantaient tous et dansaient tous dans ce groupe-là. Et ce qui a créé donc Otar Pataridze, qui est l'amoureux de la Géorgie. Il est géorgien, mais il est né en France, et donc sa passion envers la Géorgie et la culture, il a créé le groupe Merani à l'époque. Donc Merani, c'est la Pégase, comme je vous ai dit. Et il y avait aussi les danses. Et les danses, c'était géré par Alexis Koparidze. Les danses, c'était Alexis Koparidze qui a enseigné. Ils ont eu les tournées. Ils ont eu, oui, ça, il faut le dire, ils ont eu du coup le spectacle géorgien au Théâtre des Champs-Élysées en 1972. Ils ont eu des tournées à Londres, etc. Donc c'est là où le chant a vraiment commencé à être popularisé, non? Par la suite, je vais vous raconter sur Franck. Du coup, Franck, il est américain. Et quand c'était l'époque soviétique, du coup, il a découvert les chants géorgiens, et il a décidé, il était amoureux du chant, et il était amoureux de la Géorgie, et il a décidé de partir en Géorgie pour pouvoir apprendre la langue et pour s'imprégner plus de cette culture. Eh bien, il n'a pas pu partir en Géorgie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de venir à Paris parce qu'il a fait ses recherches, ses petites recherches, et il a vu qu'il y avait une diaspora. Donc, pas diaspora, on ne peut pas dire diaspora parce que je sais que c'est un mot qui est un peu ambigu. C'était l'émigration de Géorgie de 1920. Et donc, il a vu ils étaient très actifs. Il est venu à Paris, il s'est installé à Paris et il a contacté Otar Pataridze. Otar qui continue aujourd'hui à promouvoir la culture géorgienne. Il a été enseignant de chant, donc il a géré le groupe de l'église Saint-Nino dans le 15e à Paris, qui existe aussi depuis 1922 à peu près. Et donc Franck est venu voir Otar Pataridze et il a créé le groupe. Il était intégré dans le groupe Merani, mais par la suite, comme il y avait les Français qui arrivaient, il a créé le groupe Marani, qui veut dire que le cave à vin, et ça a été créé en 1993. Par la suite, il a créé le groupe Irinola, qui était un groupe de femmes, donc parce que Marani, c'était groupe d'hommes. Groupe de femmes 1998, et en 2000, quand je suis arrivée, le lendemain de l'aéroport, Tamta Turmanidze, c'était la seule géorgienne à l'époque du groupe, m'a amenée à Irinola. Donc j'ai chanté à Irinola avec Franck, et on a eu
des super souvenirs et on a eu beaucoup d'apprentissage parce que la spécificité de Franck et de son idée d'enseigner la Géorgie, c'était le partage évidemment, le chant géorgien c'était le partage, mais il invitait en fait les Lotbari, Les maîtres de chant. Les maîtres de chant des villages géorgiens. Moi, j'avais fait le chant et la musique en Géorgie, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu à Irinola, parce qu'on avait la transmission directe par voie orale et ancestrale, vraiment, avec ces stages qu'il organisait. Donc, je te laisse continuer par la suite. Après, on va vous parler des nouveaux groupes qui se sont créés également à Paris et en France, mais je te laisse. Donc Franck, j'ai pas dit, oui, le plus important, j'ai pas dit, c'est un spécialiste du coup de chant géorgien, de la polyphonie géorgienne. Il fait plein de stages en France, à l'étranger, dans le monde entier, et donc il a été en tête de ces échanges avec les chanteurs villageois, donc les maîtres chanteurs, et donc il est passionné de chant géorgien et de la polyphonie. Donc aujourd'hui, il enseigne toujours le chant, c'est devenu son métier. Je te laisse continuer. Merci, Tamona. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Oui. Alors, j'ai découvert le chant géorgien en 1982. Quand je vivais aux États-Unis. Oui, donc ça la première fois que j'étais vue, j'étais petite. C'était à la télé et on disait, il y a un Américain qui chante. Tu avais un groupe américain? Oui, je te laisse. Oui, tout à fait. Et j'ai fait mon premier voyage en Géorgie en 1984. Et c'était le coup de foudre irréversible. Donc, au retour du voyage aux États-Unis, je me suis dit, il faut que je crée un ensemble géorgien à tout prix. Et c'est ce que j'ai fait. L'ensemble géorgien des États-Unis, c'était le seul à l'époque, en 85. Et puis, comme Tamona a dit, je voulais aller plus loin, mais à l'époque, un Américain ne pouvait pas facilement aller étudier en Géorgie. Donc, je suis venu à Paris pour étudier la langue géorgienne et le chant géorgien avec les gens qui étaient ici. Alors, c'est peut-être intéressant de reculer un petit peu. Oui, je t'écoute. Je vais simplement vous dire que vous pouvez déjà poser vos questions. J'ai récupéré mon ordinateur justement pour pouvoir transmettre vos questions à Franck après. Donc, je vais peut-être faire comme ça, Franck. Hein? D'accord? Et tu peux continuer. Excusez-moi. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, je vais reculer un petit peu pour parler du chant géorgien. Je pense que la plupart de vous en connaissent déjà, mais pour quelques principes. Alors, le chant géorgien, il y a deux grands phénomènes. Il y a le chant profane, qui existe depuis on ne sait pas combien de temps, qui n'a pas été écrit avant le début du XXe siècle, ou juste avant, qui n'était pas un chant professionnel jusqu'au XXe siècle. Après, des représentations en concert ont commencé en 1900 à peu près. Pendant la période soviétique, il y a eu des groupes, des ensembles d'États, et des groupes informels, mais avant c'était essentiellement un chant non professionnel, de transmission orale, de tradition orale, vécu en famille ou au village. En parallèle, mais c'était souvent les mêmes gens qui le pratiquaient, le chant liturgique. Alors, le chant liturgique géorgien a une histoire intéressante. Il a été par moments un chant savant, enseigné dans des académies, dans des séminaires, et à d'autres moments, quand les séminaires ne pouvaient plus travailler à cause des invasions, à cause des guerres, un chant de transmission orale. Et donc le chant liturgique géorgien a cette double vie, ce double vécu, qui lui donne des aspects très intéressants. On a des traités sur le chant liturgique du Xe siècle, donc qui décrit déjà les différentes voix, les différentes fonctions des voix
du chant chirurgien. Donc on peut dire qu'à l'époque, c'était déjà un système développé, bien développé, et sans doute donc d'origine bien plus ancienne. Pour le chant profane, on n'a pas ce genre de texte, c'était une tradition orale, mais il est permis de croire que si le chant liturgique polyphonique existait à l'époque, il y avait aussi des gens qui faisaient du chant profane polyphonique. Voilà. Quelques mots pour l'histoire. Pour la structure, le chant géorgien, c'est un chant polyphonique complexe avec des chants à 3 voix pour la plupart, parfois 2 voix, parfois 4 voix. La polyphonie est-elle rare dans le monde? Non, le chant polyphonique existe dans beaucoup de pays. Mais 2 zones qui sont particulièrement riches dans le monde sont l'Afrique centrale et puis le Caucase, où les Géorgiens pratiquent la polyphonie, mais aussi les Abkhazes, les Tchékèses, les Tchétchènes et beaucoup de peuples encore. Le chant géorgien n'a pas été jusqu'ici complètement décrit, donc il y a des différences d'opinion sur les modes qui sont utilisés en chant géorgien, combien y a-t-il des modes. Mais ce qu'on peut dire, que c'est un chant non tempéré, un chant qui ne suit pas le clavier du piano, qui n'est pas comme la musique occidentale moderne, qui a ses propres règles et surtout sa propre façon de vivre le chant ensemble. Et pour moi, c'est la grande particularité du chant géorgien. Quand les Géorgiens chantent, ils cherchent pas seulement une perfection musicale ou une intonation parfaite, mais ce que j'appelle un partage, c'est-à-dire bien sentir ce que les autres sont en train de faire en chantant. Donc pour moi, c'est une affaire très physique, et c'est la partie que j'ai mis le plus de temps à bien comprendre, à saisir et à partager avec des non-géorgiens qui voulaient découvrir ce chant. Donc je demande à Tamona s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Alors moi j'ai une question, c'est qu'on m'a posée. Oui. C'est un ami qui m'a posé cette question. Comment on fait, musicalement parlant, pour différencier le chant géorgien de chant européen? Moi ce que j'ai répondu, du coup je te laisse répondre après, c'est que pour moi c'est le système des octaves en Europe. On a le système musical qui est fait avec les octaves, et en géorgien le chant c'est les notes. C'est plusieurs notes, 4-5 notes, et c'est ce que j'avais répondu comme réponse. Donc, qu'est-ce que tu nous dis? Tu es spécialiste, donc il nous faut... C'est quoi la différence du système musicalement parlant de chant géorgien si on parle de la musique moderne en Europe, c'est une musique tonale, donc c'est une musique qui suit le clavier du piano qui marche avec ces notes-là. Le chant géorgien, c'est un chant de tradition orale. Les points fixes sont, l'unisson, la quinte et l'octave qui sont très stables. Et les autres notes, ou les autres degrés de la gamme, la seconde, la tierce, la sixte et la septième, sont, pour ainsi dire, négociables. Ils peuvent varier selon le contexte du chant, donc notamment pour les tierces et les sixtes. Oui. Et donc, un occidental, quand il entend le chant géorgien, il pense tout de suite qu'il est dans un autre monde musical, et c'est avant tout à cause de ces degrés, les tierces et les sixtes, qui peuvent varier selon la position dans la phrase musicale et dans le chant. D'accord. J'ai je ne sais pas si c'est une question, Maya Varsimashvili Raphaël qui dit
Bastien me dit que le compositeur français contemporain Philippe Hersant a été fortement marqué par un cours d'Yvette Grimaud au Conservatoire supérieur de Paris sur la polyphonie géorgienne vers la fin des années 60. Oui. Ce qui expliquerait que justement, c'était quand je parlais des premiers groupes de chants polyphoniques, c'était 1960, c'était autour de ça. C'est-à-dire que on connaissait déjà, mais oui. du coup... Oh, c'est peut-être intéressant de faire une parenthèse pour parler d'Yvette Grimaud, parce que c'est un personnage intéressant dans l'histoire du chant géorgien. Donc, française, pianiste par formation, mais très jeune, elle s'est intéressée au chant de tradition orale, les chants des Berbères de Maroc, par exemple, et plus tard le chant géorgien. En 1967, elle a été invitée par le ministre de la Culture de la Géorgie pour aller faire une mission sur le terrain avec son matériel, avec son magnétophone. Et à ma connaissance, c'était unique dans l'histoire. Donc pendant la période soviétique, il n'y a pas eu une telle invitation. Elle est allée, elle a fait à peu près 200 enregistrements, si je ne me trompe pas, accompagnée du professeur géorgien Grigol Chkrikvadze et d'autres musicologues. Je ne raconte pas toute l'histoire dans les détails, mais c'est grâce à elle que nous avons ce corpus de chants, des enregistrements d'assez bonne qualité qui servent de référence pour les musicologues géorgiens aujourd'hui. Alors, j'ai Damien qui nous dit « Et les groupes français passionnés de polyphonie géorgienne connaissent tous Franck pour avoir profité de ses stages et de ses conseils. » Peut-être pas totalement, mais c'est probablement le bon moment de parler des groupes qui existent en France. Bon, on a évoqué Marani, le groupe d'hommes que j'ai créé. Il y a d'autres groupes qui existent dans d'autres villes en France. Par exemple, le Sam Shabati, un chœur de femmes qui existe à Clermont-Ferrand, Kalebi, au Puy-en-Velay, si je ne me trompe pas. Oui, alors je rajouterai d'autres groupes, du coup, par rapport à cela. Donc, on a des groupes qui sont... donc, Madrikali qui a été... alors, j'ai l'impression que à chaque fois, quand on a été dans un groupe polyphonique géorgien en France, après, quand on prend un autre chemin, on est un peu comme des évangélistes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va en parler et on va créer d'autres groupes, etc. Donc, on a Madrikali qui a été créé par Sophie Bilong, avec qui on a chanté à Irinola. On a Mzeshina, évidemment aussi, Mzeshina avec Craig et Denise qui sont en Bretagne et qui continuent leur... donc je vais vous parler de leur stage aussi, ils ont des stages de prévus à la fin de notre intervention. Harmonie géorgienne qui a été créée en 2006, donc la particularité pour avoir chanté avec Harmonie géorgienne, la particularité c'est que ça ne traitait que les chants, enfin pas que les chants religieux, mais c'est une expérience exceptionnelle parce que en fait avec Franck, si j'avais appris depuis les maîtres chanteurs des villages à l'harmonie géorgienne, on travaillait vraiment le son et c'était les chants d'église et l'harmonie géorgienne existe toujours, j'y chante plus, ça existe, c'est sous la direction de Nana Peradze. On a également Centre culturel Lazi qu'il faut distinguer, donc je suis partie par les années. Ça a été créé en 2009 et ils ont, c'est à Paris dans le 18e, ils ont une école de danse et de chant, mais aussi il y a un groupe qui s'appelle, qui revisite le chant géorgien, un peu avec ethnomusique, c'est-à-dire ils se donnent la liberté de chanter comme ils le ressentent. Donc il y a Tamarioni qui existe également, c'est chant et danse également, c'est principalement, c'est à l'église de Saint-Amar qui est à Villeneuve-Saint-Georges et eux c'est des jeunes géorgiens qui sont
qui chantent, qui dansent, c'est super bien. Et ils font des tournées, des concerts, comme tous les autres groupes, d'ailleurs, que j'ai cités. Avec la Covid, on n'a pas pu en profiter parce qu'il y en avait plein de concerts qui étaient annulés. On a, comme tu as dit, Sam Shabati qui est composé des Françaises, principalement 12 femmes françaises. On a Sachukari, c'est un trio ou quattro, je ne sais plus. Sachukari, c'est avec Hervé Roland et Colombe et Léla Mesri. Ils sont à Angers. Donc, en fait, ça se propage plus en plus. C'est-à-dire que plus dans le temps, plus on avance dans le temps, plus il y a de chants géorgiens. Plus il y a des groupes de chants géorgiens. Alors, ce que je soulignerais, c'est quand je suis allée en Corse en 2006, Babette, qui avait chanté à Irinola avec nous, avait créé un groupe des personnes âgées, femmes d'un certain âge, des grands-mères et des jeunes aussi corses. Et elle enseignait le chant géorgien en Corse et j'ai été agréablement surprise. Et d'ailleurs, quand je vais en Corse on y retourne assez souvent, et je suis accueillie comme une reine parce que par rapport à la polyphonie géorgienne, ils adorent ça et ils trouvent qu'on est assez proches. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, je pense à ça, est-ce que tu peux nous parler de la différence de polyphonie corse et géorgien? Parce que j'ai chanté aussi la polyphonie corse et je vois à peu près ce que ça donne. Mais voilà, ton avis là-dessus, s'il te plaît. Alors, les personnes qui connaissent le chant corse, vous serez d'accord avec moi, je pense que ça ressemble pas mal au chant carrétien. Les chants de l'Est de la Géorgie, où on a deux solistes qui chantent avec beaucoup de mélisme, et puis une basse qui est relativement stable, qui ne bouge pas beaucoup. Il y a un genre de chant en Corse, le padiella, et c'est assez similaire. Donc il y a deux voix supérieures avec des mouvements relativement prévisibles et codifiés, mais aussi avec beaucoup d'ornements, et une basse avec peu de mouvements qui sont très prévisibles. Mais quand on regarde d'autres régions de la Géorgie, la Gourie notamment, ou la Svaneti, là on est très loin du chant corse. Donc il y a cette similitude entre les chants carrétiens et les chants corses, mais pas avec le chant géorgien dans son ensemble. Donc on a des questions qui arrivent en même temps. Donc il y a notre cher Akaki qui nous dit il y a Titinatella dirigé par Temo Artilakwa dans c'est où, à Caen. Et donc oui, effectivement, on a de plus en plus. Il y a à Strasbourg, on a également, là je vois, il y a à Strasbourg qui est composé essentiellement des Géorgiens. Là, ce que je veux distinguer, en fait, c'est les non-géorgiens qui sont tombés amoureux du chant géorgien, de la polyphonie géorgienne. Et donc, de plus en plus, il y a les groupes qui existent. Ne m'en voulez pas si jamais je n'ai pas cité certains de ces groupes. En tout cas, ce que je voulais vous dire en même temps, c'est qu'il n'y a pas que les groupes du coup qui existent, mais il y a des associations qui existent et qui invitent les professionnels de groupes, des groupes professionnels et des stars, on peut dire ça, depuis la Géorgie. Du coup, on a effectivement l'Asie qui invite, Marani qui invite des groupes, mais on a eu l'association géorgienne en France pendant des années, pour avoir été très active dans l'association, dans ces organisations de venue des chanteurs. On avait organisé énormément de concerts. On avait commencé par les chants, par Urmuli. Alors, c'est le chant a cappella. Donc a cappella et du coup Urmuli c'est aussi avec les instruments. Est-ce que tu peux nous parler des systèmes, du coup comment ça se passe le chant géorgien quand par exemple quelqu'un arrive qui connaît pas le chant géorgien, comment ça se passe? Bon, je profiterai pour répondre à la question de nos amis de Strasbourg parce que c'est très à propos. Alors quand j'ai commencé à apprendre le chant géorgien, c'était en 84.
J'avais très peu de connaissances, j'avais pas de professeur. Donc, je faisais ce qui me semblait logique. J'écoutais les enregistrements, j'essayais d'apprendre les mélodies, j'essayais de prononcer les mots comme je pouvais. Donc, j'apprenais les chants avec mes amis, mais le résultat était très, très loin de ce que j'entendais quand j'écoutais les enregistrements des Géorgiens. Et donc, la question est restée dans mon esprit, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que je peux faire pour me reprocher de ces éléments que j'apprécie, disons l'énergie et la puissance que j'aime en chant géorgien? Et j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup d'essais. Mais l'élément la plus riche, plus probant et plus fertile que j'ai trouvé, c'est quand j'essaie de mettre l'accent sur le ressenti, ce que je ressentais en chantant. Et donc, quand je parle de vibration, en parlant de mes stages et de mon travail, c'est comment apprendre à chanter d'une façon qui favorise la vibration dans le corps. Et donc, c'est pas compliqué, c'est facile à faire. On peut apprendre à chanter d'une façon qui active davantage le squelette, les os, et qui permet au corps de vibrer avec plus d'énergie. Alors pourquoi je l'estime que c'est intéressant? Parce que selon moi, c'est mon hypothèse, c'est quelque chose qui caractérise le chant géorgien, c'est-à-dire la puissance du chant géorgien qu'on ressent, qu'on apprécie, vient non pas d'un grand effort musculaire de la part des Géorgiens, mais leur capacité à laisser vibrer leur corps, et non seulement sur le plan individuel, mais de laisser cette vibration se sentir et se partager au sein d'un groupe, dans son ensemble, pour que les gens se mettent vraiment sur la même longueur d'onde, non seulement avec les oreilles, non seulement avec ce qu'ils entendent dans l'espace, mais avec la vibration de leur propre corps. C'est quelque chose qui est rarement évoqué avec ces mots en Géorgie, mais c'est mon point de vue de quelqu'un de l'extérieur, et c'est, comme j'ai dit, l'élément le plus important que j'ai trouvé dans mes efforts de me rapprocher de ce chant. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Du coup, beaucoup de transmission orale et donc peu de prépartition, même si elle commence à être répertoriée. Damien qui nous dit ça. Alors, il y a les questions qui arrivent et les commentaires qui arrivent un peu en différé, donc ne t'étonne pas si on n'est pas dans le sujet, oui. Que c'est le sujet, on en a déjà parlé. Ce que j'appelle l'âme de la polyphonie, le corps et le cœur, oui, tout à fait. Alors, j'ai aussi, en Géorgie, c'est plus la kentav, Damien qui dit kentav, c'est plus la kentav en Géorgie, elle dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est clair que les rapports de quinte sont très importants dans le chant géorgien. Et en particulier, on entend beaucoup l'accord 1, 4, 5. Donc, musicalement, c'est l'une des marques du chant géorgien. On entend cet accord très souvent. Autre élément très important dans le chant géorgien, c'est son rôle dans la cohésion sociale. Pour moi, étranger qui m'intéresse à la Géorgie, la cohésion sociale et les efforts pour rester ensemble, c'est vraiment toute l'histoire de la Géorgie. Et le chant collectif, le chant polyphonique, c'est l'un des outils de la cohésion sociale. Donc on sait que le chant géorgien, le chant polyphonique, a une place d'honneur au soupra, les banquets à la géorgienne. Pour un mariage en Géorgie, comme ailleurs, la musique est très importante, la musique est appréciée.
On peut avoir la musique instrumentale, la musique de danse, mais la musique polyphonique, vocale, a une place d'honneur. Donc un géorgien, même s'il fait venir un groupe de rock ou un groupe qui va jouer aux instruments traditionnels, apprécierait oui, c'est ça, merci Franck. Voilà, un ensemble qui chante un Shenkar Venarki ou d'autres chants pour la cérémonie de mariage. Très bien. Alors, Sophia, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'apprentissage de la polyphonie? On te pose la question. Oh, moi. Pas moi. Je... Oui. Pour moi, comme j'ai dit, la grande difficulté au début était de partir avec mes oreilles d'américain. Donc d'essayer d'aborder le chant géorgien avec les connaissances que j'avais de musique occidentale et des musiques de mon propre pays. Et donc il m'a fallu beaucoup de temps, des décennies, pour aller au-delà de mon point de vue de départ, mes origines, pour commencer à voir le chant géorgien comme les Géorgiens. Alors ça, c'est pas une mince affaire. L'apprentissage de la langue m'a aidé, les voyages en Géorgie m'ont aidé, et surtout le temps que j'ai passé avec les chanteurs villageois, les gens que nous avons invités en France, le premier Tristan Tsikarulice, Marco Erkwanidze, Shalva Djaparidze, Andros Imashvili, des gens qui ont vraiment le vécu du tout à fait, de Mengreli. Oui. C'est le temps que j'ai passé avec eux et le temps qu'ils ont partagé avec les chanteuses d'Irenola, les chanteurs de Marani. C'est ça qui nous a permis vraiment de nous construire dans ce chant, et je suis infiniment reconnaissant envers eux du temps et d'énergie qu'ils ont voulu nous accorder pour permettre cet apprentissage. Très bien. On a un commentaire qui dit alors, merci. Alors, Zoura Sepachvili qui dit merci à vous pour votre activité bien utile et intéressante. Promouvoir la culture et l'histoire de notre pays est important. Bonne continuation. Merci beaucoup, Zoura Sepachvili, pour ce commentaire. Nous avons un autre commentaire. Quels sont les instruments, quand ils sont présents, utilisés pour accompagner cette polyphonie? Y a-t-il des instruments créés en Géorgie pour la Géorgie, Frédéric Loca? Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la musique instrumentale, mais le chant polyphonique existe a cappella, donc sans instrument. Je pense que c'est le chant a cappella polyphonique qui a vraiment la grande place d'honneur en Géorgie. Ceci dit, le chant polyphonique accompagné existe toujours. Et donc les instruments importants sont le chonguri, luth à 4 cordes, joué en Géorgie occidentale. À Mengreli, chez moi. Mengreli notamment. Le panduri, luth à 3 cordes, joué essentiellement dans l'Est, en Kakheti. Dans les montagnes aussi. Notamment. Et puis en Svaneti, il y a 2 instruments, une harpe qui s'appelle le changi et une vielle, donc on joue avec un archer qui s'appelle le chuniri ou chianuri. Chianuri. En raja. Voilà, ce sont les instruments principaux qui servent à accompagner le chant polyphonique. Et oui, Frédéric, ces instruments sont créés particulièrement en Géorgie et pour les chants géorgiens, mais on peut les utiliser on peut essayer d'utiliser ça dans d'autres genres musicaux, dans d'autres chants. Il y a des ensembles instrumentaux, des gens qui jouent de la musique instrumentale non vocale avec ces instruments aussi. Justement, l'association avait, avec l'organisation où j'ai participé, on avait invité un groupe instrumental des filles qui s'appelle, je sais bien, moi j'ai oublié le nom des filles, il s'appelle
Le Gordela. Gordela, Qui est venu, c'est mes amis et j'oublie le nom de leur groupe. C'est Gordela et justement vous pouvez aller voir sur le site. Après, à la fin de l'émission, je vous mettrai tous les chanteurs, comment ils chantent différemment. Donc Gordela c'est particulier parce que justement c'est les enfants de Urmuli, c'est la descendante de Urmuli qui est en fait c'est un groupe instrumental et vocal. Oui. Et ils ont enseigné ça aux filles. Et donc vous avez 7 ou 8 filles qui chantent avec les instruments, les énormes instruments, c'est impressionnant. Donc ils étaient venus à Paris 2 fois ou 3 fois même pour les tournées. Moi j'ai une question, c'est que par exemple, j'ai une question par rapport à moi, après il n'y a pas de pré-question. Merci beaucoup pour ces informations, je renote leur nom quand je reverrai le replay et je vois plus le... On peut mettre une liste. Oui, je mettrai aussi, une liste, oui. On mettra une liste comme on a fait la semaine dernière. Alors, ce que je voulais te demander en tant qu'amatrice de chant géorgien, polyphonie géorgienne, j'ai chanté depuis toute petite. J'ai appris à chanter avec académiquement, au conservatoire, dans les écoles, etc. En Géorgie, on vous apprend les chants polyphoniques plus académiques. Et ensuite, en arrivant donc avec les maîtres villageois et avec le chant religieux. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir chanter plus facilement le chant polyphonique? Parce que moi, j'ai des difficultés pour chanter les chants de ville. Polyphonie, il n'y a pas de problème. Mais les chants de ville, c'est hyper compliqué. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça soit différent? Et au niveau technique, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pas vraiment, parce que moi je ne suis pas spécialiste des chants de ville, j'en connais très peu et je ne suis pas spécialiste du tout. Mais, il est modeste. Mais j'estime que si on parle des chants de ville en Géorgie qui ressemblent aux chants italiens ou espagnols ou autres, c'est plus proche de la musique occidentale et les mêmes règles commencent à s'appliquer. Alors que le chant de tradition et de transmission orale en Géorgie, c'est un autre phénomène. C'est ce qui m'a attiré et tout mon travail a été pour le comprendre et le vivre. Donc, quand j'anime un stage, donc j'apprends la technique vocale et j'utilise ces chants pour illustrer les principes que j'ai trouvés dans les chants géorgiens. Qui m'intéresse et que je trouve utile pour la voix en général. C'est quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la position? Quelle est la voix qu'on doit avoir? Comment on doit avoir la voix pour pouvoir chanter le polyphone? Alors, à titre d'exemple, apprendre à chanter avec moins d'efforts musculaires, moins de contractions musculaires dans l'abdomen, dans le cou, et à la place, apprendre à laisser le corps vibrer, donc pour que l'énergie, l'ampleur, le volume du chant vient de cela, vient de la vibration du corps et non pas d'une poussée ou d'un effort musculaire. Sinon, c'est crier après, c'est ça? C'est plus agréable à faire, donc à chanter soi-même. Ça demande moins d'énergie, on peut le faire plus longtemps, avec moins d'efforts, et c'est plus agréable à entendre aussi. Très bien. Sybille Marie, merci beaucoup de donner la liste des chanteurs et 2 ou 3 des instruments utiles. Absolument, chère Sybille Marie, on va vous concocter cette petite publication avec tout. Une petite démonstration? De Sophia? De chant géorgien. De chant géorgien, si tu veux. Nous avons aussi Cathy qui est là, elle est américaine aussi, elle parle le géorgien, elle apprend le géorgien, elle chante super bien, donc ça fait du bien qu'on soit 3 du coup. Tu veux t'asseoir, Cathy? C'est bon. On peut faire une petite démonstration. On n'a jamais chanté ensemble avec Cathy, Franck et moi, donc on peut faire une petite démonstration, pas de problème. Vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Mengrélien, tiens. Oui. Cathy? Oui. On aurait pu y penser un peu plus tôt pour se préparer, mais... Si tu lances un couplet ou deux de Asocialo Vishobuska. Oui. Tu peux faire la voix supérieure? Ouais. Ok.
c'est bon comme... Après, en fait, c'est la voix haute ou la voix la deuxième qui fait... C'est un peu comme soliste. Mais en fait, ils disent que les experts, ils disent que le soliste n'existe pas en chant georgien. C'est-à-dire tout le monde peut être soliste. C'est ça. Ouais. Même la basse peut être soliste parce que dans les chants de Goury, vous avez 3 personnes qui chantent et alors ça ressemble beaucoup au Bach. À tout ce que Bach, comment ça s'appelle le Bach, Jean-Sébastien Bach, qui a écrit. Donc la polyphonie, enfin l'harmonie fait penser à ça, non? Ce sont des contrepoints. C'est ça. Où toutes les voix sont indépendantes. Et donc là, par exemple, vous avez la voix de basse qui fait des mouvements impossibles. C'est vraiment, je vous mettrai un exemple là-dessus. Merci beaucoup, Cathy. Merci. À vous deux. Est-ce que, Franck, alors on va voir si on a des commentaires. C'est Céleste. Voilà l'âme de la polyphonie, un coin de table, une amitié, un cœur énorme. Et le résultat est magnifique. Et bien justement, contrepoint, Gary. Merci, Gary. Justement, Damien, c'est ce qu'on disait avec Franck, c'est que si tu n'aimes pas la personne avec qui tu chantes, en fait, c'est impossible de chanter. C'est le secret de la polyphonie, non? C'est ce que les Géorgiens disent eux-mêmes. J'ai souvent posé la question au début, donc quand j'allais en Géorgie. Alors, Madame la chanteuse géorgienne, quelle est la chose la plus importante pour vous dans le chant? Est-ce par exemple une maîtrise de la microtonalité, une maîtrise du rythme, une prononciation parfaite? Ouais. Et à chaque fois, les chanteurs villageois me répondaient « Non, Franck, ne t'embête pas avec cela. La chose la plus importante, c'est aimer les personnes avec qui on chante. Si on a cela, tout le reste va suivre. » Alors, bien sûr, à 24 ans, je n'étais pas prêt à entendre cette réponse. Donc, je dis, non, mais oui, mais après la microtonalité, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, après quelques décennies, j'ai compris qu'ils avaient raison. C'était ça. C'est le secret de l'âme géorgienne. Sans doute, Gary, sans doute. Moi, je sais que j'ai jamais appris le chant géorgien, en fait. C'est venu comme ça. Comme ça. Et ce qui se passe, c'est que si on ne connaît pas les gens avec qui on chante, par exemple, et qu'on a chanté à un moment donné avec eux, ils deviennent les amis. Ils deviennent des amis qu'on n'oublie jamais. Toute sa vie, on suit. Cette amitié est beaucoup plus forte quand on les a retrouvés à travers le chant géorgien, polyphonie géorgienne. Voilà, mes amis. Je pense que, je ne sais pas, si vous voulez poser d'autres questions, des questions plutôt peut-être techniques. Si on a le temps, oui. J'aimerais parler juste quelques minutes
de la situation actuelle du chant en Géorgie. Ah, Géorgie, c'est ce que Parce j'ai que oublié. Oui. la bonne nouvelle, c'est que le chant traditionnel géorgien est bien vivant, très actif. Oui. Et Moi, puis, ça suit aussi le m'intéresse. chant. Hein. Oui. Malgré... c'est la culture Et bien entière. sûr, les gens qui suivent la Géorgie savent que les années 90 ont été très difficiles en Géorgie. Il y a eu la guerre civile, les crises économiques. Mais la bonne nouvelle, c'est depuis 20 ans à peu près, il y a un grand revival, une grande renaissance du chant traditionnel géorgien avec beaucoup de groupes de jeunes personnes qui s'y intéressent. Je noterai quelques exemples, mais ils sont très nombreux. Les ensembles Shavnabada qui est venu en France, Didgori, ils étaient en France aussi, Ialoni, un chœur de femmes géré par Nino Naneashvili. Elles ont fait des tournées en Belgique, en Angleterre, d'autres pays aussi, sans doute. L'ensemble Adile, qui a voyagé en Allemagne et d'autres pays. Bref, ils sont très nombreux et c'est une très bonne chose. Ils organisent pour la plupart des voyages ou des stages, des voyages d'études ou des stages en Géorgie en été. Bien sûr, tout est à l'arrêt maintenant, mais on espère que ça va reprendre bientôt. Mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, comme les années 80, quand j'ai voulu apprendre le chant géorgien. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les gens qui veulent le découvrir. Les sorts Gogoturi, oui, Voilà. tout à fait. Et donc, avec l'aide de Tamuna, on va essayer de vous fournir ces informations. Pour les gens qui veulent aller en Géorgie, l'écouter, le chanter, c'est le meilleur moyen. Et puis, il y a des gens comme moi qui proposent des stages aussi en France et dans d'autres pays. Tu peux nous parler de tes stages, s'il te plaît, des stages prochains? Alors, bien sûr, tout est à l'arrêt maintenant avec le coronavirus, pour moi comme pour les autres. Mais si tout va bien, j'aurai un stage dans les Cévennes fin août. Du 24 au 30, si je ne me trompe pas. Mais je mettrai toutes les annonces sur le site avec l'aide de Tamuna. Au mois de septembre, non, pardon, au mois d'octobre, il y a un stage à Lyon. Voilà, et dans d'autres villes en France. C'est pas que en France, hein, c'est dans le monde entier. En Allemagne. Je vous mettrai la liste. On a aussi Mzeshina aussi qui fait les stages. Je Bien vous entendu. mettrai aussi la liste. Mais c'est intéressant. Donc, on a un petit commentaire qui dit on veut aller en Géorgie, mais en France, on fait comment, Frédéric? Bon, on va lui envoyer les informations. Oui. Levan Topuria qui dit bonjour, vous avez connu mon père Merab Topuria qui chantait un Tiebi. Tiebi, évidemment. Alors, Oui. Merab, c'est un ami de très longue date. Et c'est le parent de ma fille Irina. Ah Voilà. De plus, génial. Alors, on dit, donc, il y avait à Lyon, la date à Lyon, est-ce qu'on a Lyon? Oui, la date à Lyon, 16-18 octobre, stage du week-end. Je mettrai tout ça avec tous les détails, comme d'habitude, on fait le live et après on met les informations dans le dossier. Juste après, vous me laisserez un petit peu de temps parce que j'ai pas encore, j'ai tout rassemblé, mais j'ai pas préparé la publication. Mais je le ferai, je promis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, je me suis dit, mis de bonjour, vous avez connu. Merci beaucoup Franck pour cette intervention exceptionnelle. Merci beaucoup Franck. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager donc le live, la page, pour qu'on puisse que plus de monde puisse voir et écouter Franck, notre invité. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je suis désolée. Non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, ça reviendra. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et le rendez-vous mardi prochain avec Gary pour discuter de l'art, l'école des beaux-arts géorgiens. Ok?
Merci. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vous souhaite bonne continuation pour les Pas gens de qui finale sans pratiquent chanson. le chant ou qui apprécient la Géorgie et sa culture dans toute sa splendeur. Vous nous refaites un chant pour le générique de fin. Merci à vous, merci. On n'a jamais chanté ensemble tous les trois et il y a des... Enfin, c'est pas parfait, hein, mais... C'est pas fait pour être parfait. Cathy, t'es prête? Qu'est-ce qu'on peut... On sait même pas ce qu'on peut chanter. Ah, maintenant, c'est vous qui proposez. Hein. Ouais. Alors oui, la particularité, c'est génial parce que quand on apprend le chant géorgien, on apprend les trois voix en même temps. Hein? Merci à vous. Un couplet de Marval Jamir, par exemple. Lequel? Parce qu'il y a plusieurs Marval Jamir. Carclori, le Héraclès. Je me lève. La mélodie. Marval Jamir. Ah. Tu peux Tu lancer sais faire les deux? D'accord. Ah, il faut que je sois debout. Tu fais la voix supérieure ou tu fais Oui, Ok. supérieur, je peux faire. D'accord. Je serai debout par contre parce que pour faire la première. On commence à avoir des demandes. Alors. C'est pas pour toi? Non, ça va. Oui. Bravo, Jamie. À bientôt. On termine.